Alright, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de les questions qu'un acheteur de Gatineau se pose en ce moment. Tu sais, c'est-tu le bon temps d'acheter? C'est-tu trop cher? C'est pas trop cher? Ça coûte combien? C'est quoi les frais? Bla bla bla. J'ai posé des questions. J'ai posé la même question à deux courtiers du bureau, voir qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce qu'un acheteur se poserait comme question? Le premier m'a dit les délais. C'est quoi les délais? Puis ce que je viens d'effacer là, c'était le timeline pour vendre une propriété. On parle de, en moyenne, 4 mois. Pour un acheteur, ça peut être plus rapide parce qu'on n'a pas de maison à préparer. On n'a pas. On va arriver, OK. Pour un acheteur, les délais. On dit, OK, on est prêt, jour 1, on commence à dire. On va dire jour 1. On commence à dire, OK, on va commencer à shopper. Le temps que tu reçoives ton moteur de recherche, le temps que tu dises, ah, ça j'aime ça j'aime pas ça, ça j'aime ça j'aime pas ça. Là, tu en choisis, mettons, 3, 4 que tu veux visiter. On va être rendu possiblement au moins au jour 5. Parce que là, tu parles avec ta femme elle est là, elle n'aime pas ça. Puis si ton courtier est avenant, ben, il va dire, hey, tabarnouche, avant qu'on fasse ce délai-là, on est-tu capable d'acheter à 400 000, 500 000, 600 000? Puis peut-être qu'on est capable d'acheter à 600 000, mais qu'à 600 000, ça fait 2200, 2300 pièces par mois de paiement hypothécaire. C'est comme, ah, trop serré, on arrête ça à 2000. Fait que ça va peut-être être genre, je sais pas, 450, 475. Et là, ça va être un condo. Des condos, les frais de condo sont inclus, sont pas exclus. Fait que dans les choses qui sont importantes, il faut penser à la préqualification. Ah, c'est. Que... Bouh! Préqualification. Bien. Bouh! Bancaire. Préqualification bancaire. Votre courtier hypothécaire, que ce soit de la caisse, de la banque, de la TD, de la Scotia, peu importe, il va regarder c'est quoi votre ratio d'endettement, et qu'il va vous demander la preuve des revenus. Parce que, tu sais, il y a une différence entre préqualification, une préautorisation puis une autorisation. Préqualification, tu peux aller sur le web, puis là, tu vas te dire, ben, moi, je gagne 60 000 par année, puis j'ai pas de dette. Puis là, la machine, elle va te dire, ben, tu es qualifié pour, je sais pas, 300 000. Puis là, ben, si, mettons, tu fais juste faire une préqualification comme ça, moi, si tu me donnes ça, une dette de préqualification, mais ça va être marqué aussi, ben, c'est conditionnel à vérification de tes revenus. Que c'est-tu 60 000 bruts, c'est-tu 60 000 net? T'as-tu des dettes? T'as-tu un char? T'as-tu ta cote de crédit est à combien? Fait qu'il va y avoir tout ça à prévoir. Puis pour faire une bonne préqualification bancaire, pour arriver au bon montant, les multiprêts de ce monde, ils m'en sont venus 2 par année, mais ils vont m'en scraper peut-être un. Dans le temps, ils m'en scrapaient parce que ça, je ne peux pas faire avec eux autres. Mais ils vont dire, ah ouais, ce gars-là est qualifié pour 500 000. Ils n'ont pas checké les preuves de revenus. Le gars, c'est un travailleur autonome. Il dit qu'il déclare 60 000, mais il en fait juste 32. Parce que le reste, c'est du cash. Tout ça fait partie de la préqualification de dire, ben, tabarnouche, chope-tu pour une maison de 500 000 ou je chope pour une maison de 450, 600? Parce qu'il n'est pas mieux. Moi, ce que je dis, c'est, mettons que tu es qualifié. Puis, oubliez pas, je pense que 90% du monde achète dans le maximum de leur capacité financière. Fait que si tu es qualifié pour 600 000, puis tu achètes pour 600 000, puis que ton char il brise dans 2 mois, ou que ta femme tombe enceinte, puis tu ne peux plus travailler, ben les revenus sont plus les mêmes, ou les dépenses sont plus les mêmes. Pensez à ça. Pensez à ça. Parce que se mettre à la gorge trop serrée, ou si jamais vous prenez un taux variable, parce que dans votre préqualification, on va dire, est-ce que je prends un taux variable ou je prends un taux ferme? Un taux fixe, ferme, fixe, tu vas être, mettons, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va être barré, ça va être juste ça. Si tu le casses en chemin, tu vas avoir une pénalité bancaire. Taux variable, ben, ça peut être intéressant parce qu'il peut descendre, mais comme moi, j'ai vécu, j'avais dans une de mes hypothèques, j'avais un taux variable, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Ben, pendant un an,
plus qu'un an, 14-15 mois, je n'ai que payé des intérêts, zéro en capital. Et en plus, je manquais d'argent en payant mon paiement aux 2 semaines, que ça me faisait une dette d'accumuler d'extra, comme de 3, 4, 5 000, qui s'est ajoutée sur mon prêt. Fait que pensez fermer ou fermer le taux, le pourcentage. Puis, un coup qu'on est préqualifié, on chope, on dit OK, pensez à ça là, pour se faire préqualifier. Faites-le comme il faut. Parce que si, ouais. Puis là, tu arrives, puis tu décides d'aller en transaction, puis ça donne, t'es ta boss au gouvernement, la femme qui donne ces lettres-là, parce que la préqualification va dire, ben, ça me prend une preuve de tes revenus, ou t'as une preuve d'employeur, ou que t'es-tu au gouvernement temps partiel, temps plein, t'es-tu temporaire. Puis là, ben, la femme qui donne cette lettre-là, ben, t'es en congé maternité, ou elle s'est cassée une hanche, puis là, ben, tu vas être stressé, puis tu vas être pour rien. Fait que prépare-toi d'avance, demande tes lettres, demande tes preuves de revenus. T'as-tu fait tes impôts? Tu sais, on touche pas, en tout cas, moi, je touche pas ça souvent de mes papiers d'impôts. Puis là, mais quand c'est temps de les rechercher, mes avis de cotisation, mes T4, c'est tout le temps loin. C'est quelque chose que je vois pas souvent. Puis les papiers, les chiffres, ça me fait chier. Fait que je sais pas vous autres, mais tu sais, prenez le temps de bien le faire. Puis un coup, tout ça c'est fait, on commence à regarder les maisons. On a ici un 5 jours pour choisir nos maisons. Là, on va dire, OK, on va en visiter, je sais pas, 4. Mais on va être rendu au 7 pour faire les visites. Là, on fait, je sais pas, 4 visites. Ah, ouais, non, ouais. Puis, tu sais, si t'es pas habitué, puis tu sais pas qu'est-ce que t'as, mettons, on va dire 500 000. Stop, mais on va dire 450 000, le prix moyen d'une propriété à Gatineau. Fait que si tu sais pas ce que 450 000 vaut, tu peux arriver sur la première maison, puis faire comment? Pas sûr. Pas sûr. Si t'es pas sûr, puis que tu prends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis t'es vraiment hot, tu peux te ramasser que quand tu vas revenir, parce que tu vas l'avoir comparé avec d'autres, tu vas dire, non, la première était vraiment intéressante. Tu vas revenir sur la maison, par vouloir revenir sur la maison, il va y avoir déjà quelqu'un qui va peut-être l'avoir pris, ou on va être en démarche d'achat, de promesse d'achat. Alors, moi, ce que j'appelle ça s'éduquer. Fait que, première étape, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Toi, t'as pas envie de perdre ton temps parce que c'est pas mieux. Mettons, on dit que c'est 450 000 le prix moyen des maisons à Gatineau, 400-500, puis t'es qualifié pour, mettons, 400. Mais si t'es qualifié pour 400, là, on visite pas les mêmes maisons. C'est pas les mêmes maisons à 400 000 et à 450 000. T'sais, pour vous donner un exemple, à 400 000, parce que ça varie. Si on est plus proche des ponts, t'as une maison rangée. Encore là, je suis en train d'en avoir une sur Carcajou, on est à 540, plein prix. Puis c'est ça qu'on offre comme à côté. Mais si tu dis, OK, on s'éloigne de 10-12 minutes des ponts, ah, ben, tabarnouche, on va avoir un semi. Si tu dis, on s'en va dans le cheval blanc, ben, peut-être qu'on pourrait toucher à du 450-500 pour un semi, ou pour un semi pour une maison rangée, ou une unifamiliale, mais ça va être une 1970. Tandis que si on se rapproche des ponts, elle va coûter plus cher. Si on la rajeunit, elle va coûter plus cher. Fait que c'est tous des scénarios qu'il faut penser de dire, OK, j'aime autant acheter une maison plus vieille, mais je suis une personne manuelle. Moi, mais si la toiture est à faire, ça va coûter 8-10 000. Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, ben, je suis manuel, je vais pouvoir le faire. Pensez à cette stratégie-là. Fait que, OK, on a dit qu'on a se préparé, on choisit nos maisons, on va donner, on fait des visites le 7. Finalement, on trouve rien de bon. Puis si on aurait trouvé notre perle rare, ben là, on aurait été gêné de faire une promesse d'achat. Mais là, on va refaire d'autres visites. On va faire d'autres visites. Puis là, la journée où on va en trouver une, fait que là, mettons le 7, on est rendu le 12, le 10, le 15, le 20. Fait qu'on est rendu, là, on est presque rendu un mois. Puis, OK, là, on décide qu'on écrit notre promesse d'achat. On va dire, OK, je vais l'abréger, PA, on écrit une promesse d'achat. J'ai comme le goût de vous dire, on va parler de statistiques. C'est pas parce qu'on écrit une promesse d'achat qu'on va avoir une entente, qu'on va s'entendre sur le prix et qu'on va s'entendre sur les dates ou qu'on va s'entendre sur les conditions. Fait que peut-être que c'est possiblement que la PA, ça va être accepté.
c'est sûr que, même encore, tu sais, ma maison rangée présentement que je suis en train de vendre, on a eu un œuf plein prix. On demandait 5,40, on a un œuf à 5,40. Puis, finalement, on ne l'a pas accepté tout de suite parce que le vendeur, il s'en allait dans une autre maison acheter, on ne s'entendait pas pour l'achat. Puis, il ne fallait pas s'entendre de dire, ben, je vais vendre. Puis, finalement, je me ramasserai peut-être plus de maison à acheter. Je vais me ramasser que je suis obligé de vendre puis je ne peux pas acheter. Il y a toute une logistique là-dedans. Fait qu'on n'a pas accepté, mettons, on va dire, c'est ça le scénario. On n'a pas accepté la PA plein prix. On est revenu, je pense que c'est comme 8 jours plus tard. Parce que là, on a réglé notre achat. Une fait une culbute sur l'autre. C'est très stratégique acheter une maison, puis je vous dis, c'est stressant. Pas pour moi, pas pour le courtier. En tout cas, moi, ça ne me stresse pas. C'est ça que je rate des jours. Mais pour les gens que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qui n'ont pas acheté une maison, c'est stressant, c'est beaucoup d'argent. C'est toi, si tu dors avec tes couvertes, c'est important de bien faire les choses. Fait qu'on a une promesse d'achat, puis là, la promesse d'achat, mettons qu'elle est pas acceptée, puis là, ben, la promesse d'achat va faire, mettons qu'elle va avoir on va dire une CP, une contre-offre, on va être rendu, mettons, le 22, puis après ça, cette CP-là va avoir un autre CP, on va être rendu le 24, puis là, si acheteur-vendeur, ils ne s'entendent pas, la marge de différence entre le vendeur veut, mettons, 450, l'acheteur, il dit 400, puis on s'est lancé à 402, après ça, l'autre dit 444, l'autre dit 418. On ne s'entend pas, puis il y a encore de marge. Ben là, tout ça tombe à l'eau. On recommence les visites. On va recommencer. Puis là, il faut s'enlever dans la tête. Ah, mais je l'avais aimé, puis je trouvais ça le fun, puis je l'aimais, la propriété. Il faut recommencer du début les visites. Fait que là, on va refaire d'autres visites. On fait d'autres visites. En faisant des visites, on est rendu 16, 20, 22, 24. Là, on est rendu possiblement là, le 5 ou le 6. Le 5, on recommence les visites. Ça va peut-être prendre 1, 2, 3. Mais là, ce qui est le fun, c'est on commence à avoir de l'expérience. On commence à être moins nerveux. De dire, on fait une visite de maison, on fait comme ah! Elle vaut 4,50, celle-là, ou elle vaut 500. Ou tabarnouche, je suis content de ne pas avoir acheté celle-là parce que je viens d'en trouver une autre qui est encore plus intéressante. Fait que ça permet de, comme je vous dis, s'éduquer. Puis là, on est rendu là. Fait qu'on fait des visites, on est le 5, puis le 10, on fait une PA. On fait une PA. PA, ça veut dire promesse d'achat. On fait une PA le 10, puis là, on sait plus où qu'on s'en va. Au lieu d'essayer de se lancer à la balle 12 fois, en moyenne, 7 transactions sur 10 ont l'APA 2CP. Fait qu'on parle de 3 lançages de balles. Puis là, ben, on va y aller plus agressif. On va dire, OK, de tabarnouche, on fait une PA, puis ça va être ferme. Ferme, finale. Parce qu'on dit, ben là, la maison, on t'offre 500, on t'offre ton prix, puis c'est non négociable. Du non négociable, mettons la maison, je sais pas, on t'offre 500 000, puis la maison était genre 510, 500, mettons que t'as 510, puis on t'offre 500 fermé final. En tant que vendeur, es-tu prêt à te lancer à la balle, à laisser tomber, tu fais comme, tu sais, c'est une question d'orgueil d'avoir le dernier mot. Tu sais, si l'autre revient de dire, 501. Ça prend du goût, ça. Autant sur un bord que l'autre de dire, non, tu reviens, 500, c'est à 500, ou que l'autre va peut-être dire, ben, à 501, je le laisse. Tout ça pour dire que la journée qu'on va avoir un accepté, mettons qu'on a un accepté, on a un accepté le 10. Après le 10, on dit que quand on achète, ben, ça va continuer au financement, à l'inspection, tout dépendant des tests. Si on est rural, il va y avoir des tests d'eau, tests sanitaires. Grosso modo, on wrap ça habituellement dans un délai de 14 jours. Si jamais la propriété a besoin il y a plus que 20% de mise de fonds, la banque va demander une évaluation. Dans la COVID, on voit ça souvent. La maison est enregistrée à 300 000, le gars il a mis une offre acceptée à 400. La banque, elle disait, que tu aies assurance, pas d'assurance, moi, je veux une évaluation parce que ça vaut peut-être pas 400. Fait que ça crée des conflits. Puis on a vu des promesses d'achat tomber à l'eau à cause de ça. Mais tout ça pour dire que si, mettons, on est le 10,
Puis là, mettons, on va se rajouter des mois. Fait que là, mettons, on était 1er janvier. Après ça, on était rendu... On a fait notre mois. On est rendu février. Le 10, on a un offre acceptée. Il faut penser à un 15 jours pour relever les conditions. Et n'oubliez pas, 8 transactions sur 10 ont des modifications ou des changements en cours de route suite à l'inspection, un ajustement de prix ou un changement de date, changement de notaire. Il y a 8 sur 10 ont toujours ça. J'ai fait dans nos vidéos, là, j'ai mon client qui a acheté, il payait cash. Il dit, voici, j'achète, là, je t'offre. Je pense qu'on a négocié de 5 000 ou 10 000. On a négocié un petit peu, mais on a dit, voici l'argent. Si tu acceptes à soir, là, je fais pas d'inspection, pas de test d'eau, pas de test sanitaire, rien, puis je te prouve que j'ai l'argent. Si tu acceptes, c'est vendu. Mais savez-vous quoi? Cette promesse d'achat-là, même si elle a été acceptée là, c'est fait, elle a été modifiée avant la date de signature. La propriété, la personne était rendue en résidence. S'il n'y avait pas 80 pneus, des vieux pneus d'auto là, sur le terrain, il n'y en avait pas un. Puis on avait dit, ben tabarnouche, si jamais, puis mon client, il travaille dans un container. Puis tu sais, il disait, c'est compliqué s'en débarrasser, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Fait que moi, on avait mis une retenue, je pense, de 2000 $, 2000 $ pour, ben tu me vends la maison, mais tu ne me vends pas les garbage qui vient avec. Puis finalement, ça s'est passé vite. Ils ont fait comme on avait des gens qui signaient pour lui, là, il y avait un mandat d'inaptitude. Ils ont signé, puis finalement, ils ont fait comme, on n'est pas capable de nettoyer le terrain des 80 tailleurs. C'était juste quand il commençait à neiger. Fait que mon client a dit, OK, je vais m'en débarrasser des pneus. Mais moi, il faut que je les envoie au container. Ça coûte de l'argent. Fait que finalement, on a passé, mettons, de 5 000 de négociation. On a négocié 2 000. On a fait enlever 2 000 parce qu'il nous donnait ses garbage. Fait que même un offre payé cash, aucune inspection, a eu un changement à faire. Fait que si on revient à notre timeline, on a notre premier mois. Là, on fait des visites. C'est accepté de 10, 15 jours. On est rendu le 25. On est rendu le 25. Puis là, on relève les conditions. Les conditions, là, c'est vendu ici. C'est vendu le 25. Bon, mais là, le 25, on ne peut pas signer le 26. Il faut donner au moins un 30, 45 jours au notaire, le temps qu'il régularise le dossier. Est-ce que le certificat de localisation est à jour? On a plein de pondérables, tu sais. Fait que là, si on est le 25, fait qu'on oublie du 25, mettons, on va dire que si on est le premier, là, je rapetisse ma ligne, du 25 au premier, on est rendu à 2 mois. Le premier, on envoie le dossier chez le notaire. Après ça, le premier, le notaire va peut-être demander comme un autre 45 jours pour étudier le dossier. Qui signe, qui signe pas, y a-tu une hypothèque, y a-tu des hypothèques, y a-tu des servitudes, bla, 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 bla. Tout ça, le notaire, c'est la personne légale, vous devez tout vérifier ça. Fait qu'on va se ramasser qu'on rajoute un autre 45 jours aussi. On rajoute un autre 45 jours. Fait qu'on a dit 30, 60, 45. Bon, on se ramasse que ça fait 30, 40, 4, 8. On a un mois, on a 2 mois, puis on a 45. On a 3 mois. 3 mois et 25, plus ou moins. Fait que, on va se ramasser. Ça a failli tomber pour on est revenu. Fait qu'on va se ramasser que 3, 6, 9, on se ramasse à plus de 3 mois, plus de 80 jours, plus ou moins 100 jours du quand on a commencé à décider de choper pour une maison à combien pour l'acheter. Les délais. C'était la première question. Oh my God. All right. Deuxième question. On va essayer de vous faire ça. On va parler encore d'une maison moyenne, dans un prix moyen,
secteur moyen. Le coût d'achat. OK. Quand on achète, on a la mise de fonds. On va parler de 5% pour une propriété standard. Fait que si la maison est 400 000, 400 000 égale 20 000 de mise de fonds. Mais ce 20 000-là, ça veut dire, OK, stratégiquement, là, ça veut dire qu'il y aurait 360 000 de financés. Mais, pour avoir accès à un 5% de mise de fonds, c'est là qu'on va voir avec des assureurs. SCHL, Genworth, Canada Guarantee. Puis autres, ils vont vous charger plus ou moins je pense un 3,75 ou mettons 4, je me rappelle pas, je pense que c'est 4% du prix. Fait que moins tu donnes de mise de fonds, plus la banque prend un risque, plus la banque prend un risque, plus l'assureur va charger cher sur cette assurance-là. Fait que mettons, je me rappelle pas des taux exactement, là. Votre courtier hypothécaire va pouvoir dire ça. Fait que mettons, si on dit que c'est 3,5%, ben le 3,5%, il va être facturé sur le 360 000. Fait que 3, 6, 9, mais on va être plus ou moins à 14 000. Fait que ça, c'est 340, c'est 380. Fait que 340, 14 000, on va se ramasser à 394 000. Fait que l'hypothèque du départ, on fait des scénarios, là. Je calcule pas, puis regarde, c'est pas moi qui est le meilleur en maths. Mais bon, juste pour penser à ça. De dire, on a 380 000 qui va être 380 parce qu'on avait un 420 000 de mise de fonds, ce qui est le 5% de base minimum. Mais pour se rappeler qu'on ne part pas avec 380 qui se met à descendre. Le 380 000, il nous faut une assurance. SCHL, Genworth, Canada Guarantee. C'est pour ça que si on fait un prêt conventionnel, ce qui veut dire 20% de mise de fonds, mais 20% de mise de fonds de 400 000, ça veut dire 80 000 $. L'as-tu 80 000 $? Non. OK. Fait qu'on va y aller avec le prêt à 5% de mise de fonds. On y va avec un 5% de mise de fonds, ce qui veut dire qu'on va avoir un 380 000 financé. La prime SCHL qui va être 14 000. Grosso modo, là, ça c'est une bonne affaire du tapis, 14 000 qu'il faut racheter dans le prêt. Fait que le prêt du départ va être financé. La banque va financer 394 000. Un petit hic, ce 14 000-là, il se trouve à avoir une taxe de 9%. Hop! Le petit, il commence à avoir une taxe de 9% qu'il faut que vous devez payer chez le notaire. Fait que vous allez devoir ramener ce 20 000-là, plus la taxe de 9% du 14 000. Alright? Ça va être amené chez le notaire. Après ça, le notaire, lui, pensez plus ou moins à notaire, plus ou moins 2 000. Plus ou moins 2 000 pour faire la transaction du notaire. Puis là, tu t'en vas chez le notaire. Ça va être la maison avec ta femme, vous êtes dans les bulles, puis vous êtes heureux, vous êtes de bonne humeur, puis ça va bien, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Ou ta blonde que t'as, elle a des enfants avec un ex, puis ton ex, c'est un hostie de fou, un crackhead. Puis il y a des enfants qui sont mineurs. Pensez à ça. Tu achètes la maison avec ta femme, on présume moitié-moitié à la transaction. Ta femme décède, t'as-tu un testament, t'as pas de testament, c'est l'enfant qui hérite, géré par le fou, le crackhead. As-tu pensé à l'histoire d'horreur que tu viens de te créer? Fait que, t'as-tu ça? Oui, non. Pense à testament. Testament, puis un mandat d'inaptitude. Un mandat d'inaptitude. Si tu meurs, oui, c'est correct, c'est plate, là, mais ça va être simple. Mais si tu décèdes pas, puis t'es là, puis t'es plus capable de prendre des décisions, qui prend les décisions de garder, de payer, de signer, de vendre la maison? C'est
C'est quand ça va bien qu'il faut l'écrire. Puis là, je vais vous ouvrir une autre parenthèse. Si, mettons, sur votre 20 000 là, de mise de fonds, là, mettons, vous êtes un beau couple, puis mettons que c'est madame qui met le 20 000 de mise de fonds, puis le monsieur lui met 0 de mise de fonds. Ben moi, tout de suite, chez le notaire, on fait ce que vous voulez, tout de suite, je dirais au notaire, notaire, marque une clause dans notre transaction que si on revend, mettons, dans 5 ans, on vend dans 5 ans, mettons, on l'a acheté 400 000, puis là, dans 5 ans, on va la vendre, mettons, 500. Puis là, sur 500 000, on serait plus à 394, parce que 394 va peut-être pas être rendu 5 ans, ça veut dire 60 mois, 1000, 1050. 50, on va peut-être rendu à, mettons, 340 ou 320 après 5 ans. Puis on est rendu qu'on 240, 240 000. Si c'est toi qui as mis 20 000 tout seul au début, qui était le levier financier, mais fais une note au notaire de dire le premier 20 000 va revenir à madame. Le premier 20 000 va être à madame. Puis la balance sera séparée moitié-moitié. Quand ça va bien, ça va bien. C'est là que c'est le temps d'écrire des papiers. Ce que je vous conseille. Bon, on a les frais de notaire, on a tout ça. Après ça, quand on a, pour se rendre avant de te rendre chez le notaire, on va avoir des frais de relevé de conditions, dans le sens de dire, mais tabarnouche, l'inspection en bâtiment. Fait que, notaire, 2000. Testament, on va dire, mettons, 500. Plus ou moins, là. Mandat d'inaptitude, blablabla. Après ça, test. Si on parle de inspection en bâtiment, pensez à plus ou moins 600. Après ça, si, mettons, c'est rural, une inspection sanitaire, ben, ça va être sanitaire. Ça va être un autre 500, 600. Après ça, y a-t-il un test d'eau à faire? Un test d'eau. Le test d'eau, 65. Si jamais ton inspecteur en bâtiment fait comme ah, va falloir que tu fasses une expertise, ton grenier, ton ci, ton. Il arrive tout le temps. Oubliez pas. J'en ai une ou deux par année, là, sur proche 40 transactions. J'en ai une ou deux qui, le gars paye cash, comme mon autre, je vous racontais au printemps, qui payait cash, qui montrait l'argent. Tu sais, la transaction s'est faite en 3 heures. Là, tu fais comme ah, ma job est payante. Je fais du beau cash, mettons c'est 400 000, ben 400 fois 2, ça veut dire 8 000 $ en 3 heures. OK, c'est payant. Mais si vous saviez le nombre de transactions que je fais tout ça, ça se rend pas chez le notaire, pas payer le monsieur. C'est du bénévolat. Je sécurise mes clients, puis je les protège. Fait qu'on a dit, OK, le notaire, le testament, les tests pour bâtiment et plus, le sanitaire pour vérifier le test sanitaire, l'eau, 65 $. OK. Après ça, advenant que il y a un certificat de localisation, mais le vendeur dit ah, mais le certificat de localisation, je te donne celui que j'ai. Mettons que c'est un, je sais pas, c'est un 2000. On est en 2026, là, il y a 26 ans. Fait qu'il est trop vieux. Mais ouais, mais rien qu'à changer. Ben, dans la transaction, le notaire et la banque vont dire, mais ça va me prendre une assurance titre. Une assurance titre, faut penser à ça. Assurance titre, plus ou moins 500-600. Plus ou moins 500-600. Déménagement, rebranchement, des choses standards. OK, fait que ça, on calcule ça. On est à 2000, 3100, 3100, 3600, mettons 3700, 3700, 4200, ouais, non, 2, 31,
36, 37, 37 plus 1, 37, 42. Fait qu'on vient, c'est ça, on vient de calculer plus ou moins 4 000 $ pour sécuriser notre achat. Puis tu peux pas le revoir, tu ne réclames pas ça. Ah, tu sais, pensez une chose. Quand vous regardez pour la préqualification bancaire avec votre institution bancaire, ça restera confirmé avec eux, mais si on dit qu'on achète à 400 000, ils vont demander, oui, le 5% de mise de fonds, mais ils vont vous demander aussi, prouve-moi plus 3% de mise de fonds. 3% accessible d'argent. Fait qu'on est 5, 6, 7, 8, on est rendu à 8% que tu as besoin de prouver, parce que ce 3%-là, là, c'est tout ça. Parce que, genre, 2 mois, 3 mois plus tard, d'avoir la taxe de bienvenue. Puis là, ben, tout dépend, ça marche sur un ratio, ça dépend des municipalités. Puis là, ben, une maison de 400 000, ben, ça va peut-être être quoi, genre 8 000, 7 000, ou 4 000, tout dépendant parce que de la façon que ça marche, le premier 50 000 est à 0,5. De 50 000, je pense à 250 000, ou 300 000, c'est 1%. Fait que là, on est rendu, admettons, un 2005 plus 5, on est rendu à 3 000. 3 000, puis après ça, on n'est pas à 8 000. 3 000, puis après ça, le dernier, ça va être 1,5. Fait que ça va peut-être être plus genre un 4 500, plus ou moins. Peut-être, ça restera à calculer, je calculerai. Mais tout ça pour dire, mais ça s'en vient dans 2-3. Ouais, mais les banques ne veulent pas que tu sois à la gorge. Parce que si tu es à la gorge, tu seras peut-être plus capable de faire tes paiements, tes placements, toute la patente. Ouais. OK. Ça donne une idée qu'il va nous falloir, combien d'argent qu'il va nous falloir pour notre transaction. Fait que, si on dit qu'on parle du 8%, grosso modo, là, pour couvrir tout ça, la banque va se vérifier, puis la banque va vous donner plus ou moins de lousse, tout dépendant de votre capacité financière. Tu es capable d'acheter à 600 000, 700 000, puis tu achètes à 400, ils vont moins se casser le basic. Fait que si on dit qu'on est à 400, mettons, plus le 2%, on va dire 3%, 5, 6, 7, 8, ça veut dire 8, 16, ça veut dire, faut penser à 32 000 d'économie pour couvrir le 8%. OK, il y a des banques qui sont plus à risque, il y a des banques qui sont moins à risque, il y a des banques qui sont plus cow-boys que d'autres. De dire, OK, j'ai acheté une maison de 400 000, en général, ce que je vois, là, le monde n'a pas le 32 000. Ils vont dire, ben moi, j'ai mon 20 000 pour le 400 000 de mise de fonds, mais avec le 32, je couvre ma taxe de bienvenue, mon certificat de localisation, mes assurances, mes frais de notaire, je couvre tout ça. Et honnêtement, si vous êtes trop serré, vous ne serez pas capable d'arriver. Si vous n'êtes pas capable de vous économiser ce que vous avez besoin d'économiser, vous allez vivre stressé. Mais bon, ça, c'est chacun son choix. Moi, je saute en bungee, puis souvent, ils me disent, ah, t'as une minute, on t'a pas attaché. Chacun sa façon de vivre le stress. Mais, ta maison que tu as acheté 400 000, si tu dis, je me serre les gosses pendant 2 ans, puis je mets... OK, si on dit, il y a 52 semaines dans l'année, puis je me dis, fois 100 $ d'économie, ça veut dire 5 200. Ça veut dire 5 200 que tu te serais économisé dans ton année. Fait que c'est pas compliqué. Fais juste ton calcul. OK. 5 200, j'arrive-tu pour mon... Non, OK. Si je fais x2, 2 ans, je me ramasse à 10 400, puis je vais avoir des intérêts, mais bon, 10 400, c'est passé. Si je fais un autre x2 encore, mais on est rendu à 4 ans, ça veut dire 20 800. Ben, 20 800, on va commencer à faire ça.
Fait que là, on est rendu à 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on économise de l'argent. Mais cette façon-là de faire va te faire avoir un mode de vie. C'est comme manger, c'est comme si tu es sain avec ta façon de faire, si tu es sain avec ta nourriture, puis si tu es sain avec toutes tes affaires, puis là, tu vas pouvoir dire, ben OK, 52, 5200 par année. C'est dur de se ramasser de l'argent. Mais si vous êtes capable de le faire, prenez-la, économisez-la, mettez-la dans un compte que vous ne la voyez pas, prenez un pourcentage, faites-le prélever, faites un REER, faites un CELIAP, faites autre chose pour ne pas l'avoir l'argent. Parce que si vous avez 5200 $ dans votre compte, puis après 2 ans, vous avez 10 400, puis après 3 ans, vous avez 20 800, vous allez acheter vos nouveaux chars, on va s'acheter moi-même, je fais des voyages, puis fait que pensez vous serrer la ceinture, c'est un mode de vie, une façon de dire, puis c'est un truc. Si vous payez, mettons, si tu dis, je mets 100 $ par semaine, l'important, c'est de commencer à quelque part. Je l'ai trainé avec ma fille, ça, de dire, ma fille est étudiante avec une job temps partiel, puis je dis, Cameron, Tiger, j'ai dit, mets juste 25 $ aux 2 semaines. On s'en fout, tu ne verras pas. Mais psychologiquement, tu dis, ça part, tu ne vois pas. Ça part, tu ne vois pas. Ça part, tu ne vois pas. Puis après ça, tu dis, oh, mais quand je vais faire de l'argent, je vais le mettre. Si tu n'as pas pris l'habitude d'économiser de l'argent, de la mettre de côté à chaque fois, tu ne seras pas capable de le faire. Mais si tu as pris l'habitude de mettre ton 100 $ par semaine de côté, puis que là, 1 an, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, ma fille finit l'école, elle sort d'école, puis qu'elle est capable d'économiser parce que son travail, mettons son argent, fait x2, ben elle va peut-être être capable facilement de mettre 200 de côté par semaine. Fait que, tu sais, ça va faire bout, on va être à 10 000. Mais faut que tu aies fait cette habitude-là. Si tu n'as pas fait l'habitude, ça ne marchera pas. Wow! Mise de fond. Je vous ai expliqué ça. Puis là, j'ai aucune idée si la vidéo continue à tourner encore. Fait que je vais aller voir, voir que ça a l'air. Ouais, ça tourne encore. All right. Bon. Mise de fond. Combien ça coûte? Ça, c'est une question qui m'est venue avec un de mes courtiers. Comment ça coûte faire affaire avec un courtier? Quand on appelle ça, je vais vous dire, un CCV exclusif, un contrat de courtage de vente exclusive, il y a une maison qui est à vendre. Dans la maison qui est à vendre, le courtier inscripteur, alors le vendeur, propose un pourcentage pour que le courtier acheteur vienne travailler pour lui et sécuriser la transaction. Et puis, à 95% du temps, là, ça va être 2%. Fait que c'est le courtier, contrat de courtage, vente exclusive. C'est le vendeur qui va payer le courtier de l'acheteur. Fait que ça te coûte rien d'être sécurisé et protégé par un courtier immobilier qui va voir à tes intérêts pour acheter une propriété. Et puis, depuis 1 an et demi, la loi veut que l'acheteur doit être sous un contrat de courtage achat aussi. On appelle un CCA. Un CCA. Ce qui veut dire que le courtier inscripteur, lui, va avoir un certain pourcentage qu'il va charger, puis il va donner le 2% à la collaboration, et puis le contrat de courtage achat, il va représenter mon petit couple, puis lui, il va être protégé, il va avoir le 2%. Il y a toute une stratégie là, que si jamais l'acheteur veut passer directement par le courtier inscripteur, il faut que ça représente. Il y a plein de technicalités avec la loi. On est au Québec, on est bien protégé. Fait que pensez à ça. Ton courtier acheteur, là, il n'y a aucun intérêt face à cette maison-là. Lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir son 2% et te trouver la meilleure deal, la meilleure transaction pour toi, l'acheteur. Fait que tu achètes la propriété A, B ou C, il s'en fout. Peu importe. Mettons qu'il y a 10 000 $ de différence entre tes propriétés. On parle de 200 $ de commission là, de différence. Fait que c'est pas là la différence. L'important, c'est que si ça va bien,
tu vas devenir un client récurrent, tu vas le référer et tu vas lui offrir des nouvelles transactions, lui référer des nouveaux gens. Fait que le CCA, avec le courtier inscripteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ben, moi, mon 2%, là, que tu achètes la maison A ou que tu achètes la maison B ou que tu achètes la maison C, il n'y a aucun intérêt. Lui, ce qui a l'intérêt, c'est la tienne. Contre un courtage achat, il te représente, puis il va faire sûr, ben, celle-là, c'est bon, celle-là, c'est moins bon, celle-là, c'est laquelle qui est la meilleure pour toi de la loi du Québec qui dit que ton courtier acheteur, il va être payé par peu importe le vendeur. Il faut juste penser que des fois, comme je dis, il y a un 5% qui vont donner plus ou qui vont donner moins. Mais en général, on parle de 2% de la commission collaborateur. C'est pas un secret d'État. Si la maison se vend 400 000, 2%, ça veut dire que votre courtier collaborateur, le courtier qui va vous représenter, il va faire 8 000 $ pour vous aider à transiger puis faire une bonne transaction. N'oubliez pas, 7 transactions sur 10 ne se rendent pas à la fin. Il y a des changements. Puis, des acheteurs, on va peut-être dealer avec, mettons sur, je sais pas, dans la dernière année, je pense que j'ai peut-être fait, plus ou moins 14 acheteurs, 14 transactions acheteurs, mais j'ai peut-être dealé avec 30, 35 acheteurs temps plein, faire des visites, faire des offres. Fait que j'ai peut-être fait many hours. J'ai fait plein d'heures. Fait que, mettons, j'ai fait un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs, 4 acheteurs, 5 acheteurs. Un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs. Ah, lui, il achète. Un acheteur, 2 acheteurs, 3 acheteurs. Ah, lui, il achète. Après ça, c'est pas à tout coup avec les acheteurs. Parce que là, l'acheteur, il va acheter. Finalement, il décide de renouveler son bail. Et il se sépare. Il perd sa job. Des acheteurs, ils n'ont pas la maison. C'est plus facile pour les courtiers. Quand tu es nouveau courtier, tu fais comme, ben, tu sais, je te coûte rien puis je vais te protéger. Fait que, il y a des courtiers comme moi qui sont des courtiers inscripteurs où je travaille plus le listing que les acheteurs, mais j'ai travaillé pareil les acheteurs. Fait qu'il faut penser à ça. Votre courtier acheteur va faire 8 000 si la maison est 400 000 puis si c'est un 2%, ça vous donne une idée. Mais, c'est qui le paye ça? C'est le vendeur. C'est le vendeur qui le paye. Dans une transaction cette année, j'ai eu une négociation où il y a eu 1,5 qui est négocié d'un bord puis de l'autre. Puis là, j'en ai une autre transaction où il y a 1% qui se négocie d'un bord puis de l'autre, comme quoi que ça reviendrait à l'acheteur, mais on le sait, avant de signer puis d'accepter, tout se négocie. De dire, OK, ça va peut-être être 400 000, puis finalement, on va dire, ben, je te donne 400 000 ou je te donne 3,98, mais je ne paye pas des commissions. Tout se négocie et les courtiers doivent être clairs et justes. OK. Là, peut-être que je vais moins écrire pour la prochaine fois. Tu sais, quand je vous parlais tantôt mettons, du 38 000 ou 40 000, mais mettons qu'on laisse faire, ben, non, c'est important de le faire, de dire, OK, on achète la maison à 400 000, on achète la maison à 400 000, puis là, on a besoin d'un 5% de mise de fonds, plus le 3, on va se ramasser avec 8%. 8, 16, ça veut dire on parle de 32 000 de mise de fonds. Le 32 000 de mise de fonds, en tout cas, au moins le 20 000, le 5%, la caisse ou la banque va te dire, ben, prouve-moi d'où qu'elle vient, prouve-moi que tu as fait des économies, prouve-moi que c'est ton argent, parce qu'ils ne veulent pas te prêter si tu ne montres pas que tu as fait. Tu sais, mettons, tu dis, ben, mettons ton 32 000, là, tu dis, j'ai une lettre de don. C'est mon père qui me le donne. Là, tu sais, si tu vis tout le temps je fais 32 000 par année, moi et ma femme, puis tu n'arrives pas à payer, puis tu es en logement, puis tu n'as pas d'actifs, tu n'as pas de CR, tu n'as pas de REER, tu n'as pas de CELI, puis il dit, OK, le 32 000 vient du père ou du papa, de l'acheteur, puis ils vont faire sûr de dire, le ratio d'endettement va être de 32-42. Combien ton hypothèque te coûte? Il ne faut pas qu'elle te coûte plus cher que 32% de ton revenu net.
Puis le 42, c'est combien? Faut pas que les dépenses te coûtent plus cher avec toutes tes dépenses. Ton auto, ton cellulaire, toutes tes dépenses, faut que ça coûte plus que 42% de ton ratio d'endettement. C'est un peu du chinois. Ça va me faire plaisir de vous parler en personne de tout ça. Fait que tout ça pour dire que les banques vont être bien nerveuses si tu fais comme tu n'as jamais eu plus que 1000$ dans ton compte de banque. Tu roules, tu un petit peu, tu roules, on va dire ça, de paye en paye. Et oubliez pas, c'est la loi de Pareto. 80% de la population vit de paye en paye, puis il y a un autre 20% qui, eux autres, ont des belles économies. Fait que, ils vont te demander d'où vient ton 32 000. S'il vient de ton papa, ben, ils vont dire, ben, prouve-moi, tu sais, si tu dis, OK, ben, moi, je gagne, mettons, on va dire 32 000 par année. Si on dit, je gagne 32 000 par année, on va dire, mettons, que je gagne 40 000 par année de revenus, puis moi, ils vont dire, à 40 000 de revenus par année, ils font le ratio de dire, vive dans ta vie, là. Paiement de char, paiement d'appartement, les enfants, les comptes, les revenus, des allocations familiales, puis du gouvernement, tout ça. Ils vont tout compter ça. Fait qu'avec ta femme, peut-être ça va matcher. Mais si tu fais 40 000, puis qu'au bout de la ligne, là, il te reste juste 2 000 $ par année que tu peux vivre, puis là, tu dis, ben ouais, moi, j'ai économisé mon 32 000. Ils vont faire comme, ça fait comme 20 ans que tu ramasses ton argent. C'est impossible. Ça marche pas. Fait que, ils veulent savoir d'où vient ton argent. Les banques veulent pas prendre de risques. C'est pour ça qu'ils vont te demander plus de mise de fonds. Ou ils vont dire, dis à papa, au lieu de te donner une 32 000, tu te donnes 32 000, dis qu'il signe. Puis des endosseurs, ça marche plus. Mais pas des endosseurs, mais juste aussi des co-signataires, ça marche plus. J'ai mon alarme qui sonne. Alright. Je sais pas si vous l'entendez, l'alarme. Mais tout ça pour dire que les banques, la question c'était la mise de fonds. Je vais vous faire la vidéo, je vais vous faire la suite demain. Moi, après-demain, je te la gagne.